Des maths à des gmermaths, mes chers auditeurs, je suis le Marvaillère et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 24e numéro de Mouais Arvoide. Je vais être encore une fois en compagnie de Yann Démateur. et de Yann. Eh bien, des maths marieurs, des maths Yann, et bonne rentrée de vacances aux auditeurs. Le mot du mois aujourd'hui, c'est Darem Predou et Trebrodel, qui signifie Relations internationales. absolument. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de relations internationales en nous appuyant notamment sur l'actualité du parti. Puisque, comme le savent peut-être ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous avons envoyé, comme chaque année, une délégation en Flandre à l'occasion de l'Eigerweek qui s'appelle maintenant Eigertreffen. Et nous voulons en profiter pour faire un petit retour dessus, sur ce qui est l'une de nos principales relations internationales aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors, j'y étais. Mon cher Yann, toi qui y étais aussi, est-ce que tu peux nous en parler brièvement, ou même en longueur? C'est une espèce de camp d'été slash convention, parce qu'il y a des interventions de personnalités extérieures, des chanteurs, des politiques, enfin, ce genre de choses, quoi. Eh bien, comme l'année dernière et cette année, nous avons participé à l'invitation de nos hôtes, hein, pour faire connaître la Bretagne, son combat, et nouer des liens justement avec des organismes extérieurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pourrais-tu nous en dire plus? Quelle est l'organisation qui nous a invités? Eh bien, c'est le Vorpost. Alors, pour le Vorpost, c'est une organisation nationaliste flamande qui veut l'indépendance de la Flandre de la Belgique. Donc, c'est une organisation indépendantiste et qui milite également pour son rattachement à ce qu'on pourrait appeler les Grands Pays-Bas, c'est-à-dire donc en gros la Flandre, les Pays-Bas, la Flandre dite française évidemment, et la partie de l'Afrique du Sud dans laquelle se trouvent les Afrikaners et les Boers, qui sont d'ailleurs également mis à l'honneur lors de cet événement, lors de ce festival, pourrait-on dire. Alors quand tu parles de Flandre française, ça concerne uniquement la Belgique ou est-ce qu'il y a une partie effectivement en France aussi? Alors en fait, la Flandre dite française, c'est une petite partie du territoire de l'Hexagone. Donc je parle bien vraiment sous administration, sous occupation française, qui est en fait des Flandres, une partie des Flandres qui ont été conquises, on peut dire volées, écrasées, et tout comme nous d'ailleurs, brutalement assimilées par l'occupant français. En gros, on parle de la région de Dunkerque, basiquement. D'accord. Et Calais peut-être aussi, j'imagine? Oui, oui, oui. En fait, brièvement, l'histoire de ces Flandres dites françaises, c'est qu'elles ont été en fait à la base sous occupation anglaise. En fait, c'est sur le pays de Calais, basiquement, ouais. En fait, qui a été à la base sous occupation anglaise jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. Et ensuite, la ville en fait a été transférée à l'État français après, après cette guerre. Donc en gros, c'est vraiment le territoire qui se trouve entre Calais et Lille, hein, en gros. C'est avec des noms extrêmement évocateurs, hein. Si je vous parle de Steenvoorde, Hazebrouck, même Dunkerque, Givelde, Onschot, etc., Arneke, Watten, bon, vous vous dites Eperlek aussi, tout ça, vous vous dites Capelbrook. Bon, vous vous dites, bon, tout ça, c'est des noms qui sonnent vraiment flamands. Et de fait, parce que c'est un territoire flamand, qui est sous occupation française depuis le 15e siècle, qui est sous occupation française depuis le 16e siècle, et qui a été sous occupation anglaise pendant quelques temps auparavant. On a pu s'en apercevoir parce que lors de notre trajet de voyage à l'aller et au retour, on est passé un petit peu dans cette zone, et on a pu voir quelques noms de villes, de toponymie, hein, pour rappeler notre ancienne émission qui faisait un peu nord, voire carrément flamand, effectivement. Hasbrook, tout ça. Ah oui, bah oui. De toute façon, comme on le dit encore une fois, mais la toponymie, c'est quelque chose d'extrêmement important pour connaître l'histoire réelle, légitime d'un pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça que comme qui dirait, les gauchistes et les impérialistes ont en commun de détester la toponymie. Justement, pour cette raison. Les impérialistes, parce que ça leur rappelle
que qu'ils sont des occupants illégitimes sur un territoire, et les gauchistes parce qu'ils haïssent tout ce qui est tradition et enracinement, et donc, entre autres, ils détestent la toponymie. Donc, en tout cas, après cette petite parenthèse sur la Flandre dite française, je te rends la parole, mon cher Yann. Est-ce que tu peux me dire un petit peu en quoi consistait ce festival? Eh bien, c'était alors essentiellement un festival de chant avec une petite dimension, alors je dirais à la fois religieuse parce qu'il y avait une messe pour les pratiquants de la religion catholique, mais aussi une procession de drapeaux. Alors, à l'intérieur du festival, hein, pas dans, pas dans la ville d'à côté, mais dans le festival. Donc c'était essentiellement ça. Alors je ne sais pas si j'ai dû oublier quelque chose, mais moi c'était surtout ça que j'ai retenu. Effectivement, il y a en fait le festival entre guillemets s'étalait sur 2 jours. Il y avait le premier soir qui était consacré à la musique, au chant nationaliste, au cours desquels en gros les organisations nationalistes se retrouvaient pour boire et pour chanter ensemble et pour manger aussi tout de même. Et le lendemain où avait lieu le festival proprement dit, avec donc les stands, la messe, effectivement, il y a chaque année une grande messe qui est dite pour l'Ijgerweek, et effectivement donc de la musique, des expositions, etc. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi cet endroit, donc près d'Ypres, a été choisi pour ce festival, mon cher Yann? Alors certainement pour une raison historico-culturelle, je pense, sûrement pour Absolument. peut-être pour commémorer un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, voire de la Deuxième, hein, mais je ne sais pas lequel effectivement. Bah après Ypres, bon, c'est célèbre pour l'utilisation du gaz moutarde, hein, mais il doit y avoir une raison effectivement. Alors je ne sais pas exactement laquelle parce que ce festival, on y participe depuis 2 ans, mais je ne sais pas depuis combien de temps il existe depuis sa fondation. Le festival a 25 ans maintenant. Et effectivement, tu n'es pas très loin du tout. On peut même dire que tu as mis le doigt sur la raison de l'emplacement de ce festival. C'est qu'effectivement, en fait, la région d'Ypres-Dixmude, donc Ypres-Dixmude, en fait, c'est un territoire où il y a eu une très très forte concentration de combats pendant la Première Guerre mondiale, puisque c'est la seule partie de la, entre guillemets, Belgique qui n'a pas été prise par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. En fait, c'était l'endroit où c'était où le long de l'Isère, en gros, s'était installé, stabilisé le front euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il y a eu beaucoup de pertes à cet endroit. Et en fait, à cause de cela, à cause de cette ligne de front, en gros, Ypres, Dixmude, Ostende, le long de l'Isère, quoi. En fait, cet endroit a été tout simplement le creuset du nationalisme flamand du XXe siècle. C'est-à-dire que ça a été le sacrifice, en fait, le massacre des soldats flamands envoyés à la boucherie par l'État belge euh, pour se faire massacrer par les Allemands, qui a été, on pourrait se dire, le réveil qui a constitué le choc, de manière assez analogue au nationalisme breton d'ailleurs, qui a constitué le choc qui a réveillé le nationalisme flamand, l'idée de se battre pour, eh bien pour un pays libre, pour une Flandre libre, qui ne soit pas sous l'occupation de... Je suis désolé pour la mémoire du roi Baudouin II de Belgique, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Le fait est que la Belgique n'est pas un vrai pays, mais un amalgame, en fait, de plusieurs pays, euh, donc notamment la Wallonie d'une part et les Flandres de l'autre, qui ont été amalgamés en un pays de manière assez grotesque, on pourrait dire, malheureusement. La Belgique a été créée essentiellement pour faire plaisir à la France et à l'Allemagne, hein. C'est essentiellement ça, hein. Ouais, il y a peu de choses près. Et par contre, l'opinion des Pays-Bas ou des Flamands eux-mêmes. Enfin, ce qui était assez intéressant, ce qu'on a vu sur ce festival, c'est que... Alors, il y a peut-être un biais du fait que le festival constitue une bulle, hein, je l'entends, mais néanmoins, on constate que le nationalisme flamand est probablement l'un des nationalismes indépendantistes, séparatistes, nationalistes, l'un des plus vivaces d'Europe, objectivement, et l'un des plus, on pourrait dire, sains d'Europe. Comparativement, eh bien, comparativement, bah, malheureusement à la Bretagne à l'heure actuelle, faut dire ce qui est, ou à l'Écosse notamment, on ne peut que constater l'extraordinaire vitalité des nationalistes flamands comparé justement à d'autres
nationalistes, d'autres nations, d'autres peuples en Europe et en particulier en Europe de l'Ouest. C'est sans doute dû alors comment dirais-je, à leur expérience, parce que ça fait des décennies qu'ils font ça et maintenant ils sont rodés. Avant de continuer, j'ai oublié, nous y sommes allés aussi pour rendre hommage aux tombes des Bretons, Gallois, Corniques et autres Irlandais qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième sur ce territoire. Il y a plein de petits cimetières canadiens, français, beaucoup d'Allemands aussi, mais aussi un petit peu de cimetières dites des nations celtiques aussi. Oui, alors oui, effectivement, parce qu'il faut savoir que les principaux combattants qui ont combattu sur le front de Dieppe, Dixmude, Ostende, en fait, ce sont notamment, c'était une partie du front qui était tenue, outre les Flamands eux-mêmes, par les Britanniques, notamment, mais aussi par un assez fort contingent de fusiliers marins, et notamment de fusiliers marins bretons. On considère qu'il y a peut-être quelques milliers de Bretons qui sont morts sur le front d'Ypres, aux côtés des Flamands. D'ailleurs, il y a une parenthèse assez intéressante par rapport à ça, qui montre d'ailleurs encore une fois, la saloperie des Français vis-à-vis des Bretons, leur mépris insultant. C'est que, en fait, ces fusiliers marins, c'était des jeunes engagés, pour beaucoup, et qui portaient donc l'uniforme caractéristique des fusiliers marins, et avec le fameux pompon sur le bonnet. Et donc, les Français, et en particulier les Parisiens, se moquaient d'eux en les désignant comme les demoiselles à pompons, à cause de leur jeunesse et de l'uniforme qu'ils portaient. Pourtant, ces fusiliers marins avec l'amiral Rohar, ont amplement démontré leur valeur sur le front d'Ypres. Et effectivement, ce sont ces soldats décédés qui viennent surtout, très majoritairement, de Saint-Brieuc, de Guingamp et de Vitré, qui est ma ville d'origine. C'est pourquoi il était pour moi très, très important, à double titre, hein, très important du coup de venir leur rendre hommage. Donc, fermeture de cette parenthèse. Oui, j'invite simplement les auditeurs à aller regarder, à aller lire des comptes rendus de la bataille de Dixmude. C'est tout simplement fascinant d'héroïsme de la part des marins bretons, fusiliers marins. Il y a justement, je crois que de mémoire, l'amiral Renard justement a écrit un ouvrage lui-même, qui je pense vaut le coup d'être, vaut le coup d'être. Enfin, pour revenir du coup à la question de pourquoi le nationalisme flamand est-il plus vivace qu'un certain nombre d'autres nationalismes européens, je pense qu'il y a aussi des raisons et des racines historiques, hein, tout au long du XXe siècle et pas seulement récentes. Mais je pense qu'une des choses qui se joue, c'est, si on compare par exemple les Flandres à la Bretagne, il y a une différence de taille, et même plusieurs différences de taille, entre les Flandres et la Bretagne. Est-ce que vous avez des idées de ce que ces différences pourraient être? Non, je vois pas à quoi tu fais allusion. Bien déjà, on peut parler tout simplement de la question du poids démographique. Enfin, ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais il est toujours utile de rappeler que en Belgique, entre guillemets, 60% de la population belge est flamande, de fait. Donc, déjà, il est beaucoup plus difficile en Belgique par rapport, par exemple, à la France. En fait, il est beaucoup plus difficile d'imposer un système d'assimilation forcée quand 60% de ta population fait partie de cet ensemble que tu prétends vouloir assimiler. Ça paraît logique. À mon avis, hein, mais ça n'est jamais arrivé qu'une minorité de personnes demande à la majorité sur le territoire où elle vit, d'une autre population qui représente la majorité de s'assimiler à la partie minoritaire, hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Absolument. Ou en tout cas qui est plus nombreuse qu'elle. En fait, l'État français, lui, il a réussi, entre guillemets, puisqu'en fait, l'État français avait une dynamique démographique qui le favorisait énormément. Je veux dire, il y a un Breton pour 15 Français. Il y a peut-être un Flamand pour 20, 30, pour 30 Français, peut-être. Etc., etc. Idem dans les petits bouts de Pays Basque, de Catalogne, que l'État, ou même de Savoie et d'Italie, que l'État français a volé à ces nations légitimes respectives. En fait, c'est que l'État français a un avantage démographique extrêmement fort sur les nations qu'il occupe et qui lui donne donc un avantage dans sa dynamique assimilationniste. La Belgique n'a pas cet avantage, puisque la Belgique, en termes de population, est à majorité flamande. Donc, fatalement, ça complique beaucoup la prise de contrôle, en fait.
et l'assimilation forcée, d'autant plus que la Belgique, contrairement à la France, n'a pas cette culture d'assimilation forcée, quoi qu'on en dise, hein. Elle n'a pas cette politique d'assimilation forcée. Donc en fait, elle laisse un peu plus, il faut le reconnaître, les coups des franches aux Flamands. Alors après, il y a autre chose, puisque l'histoire flamande de la première moitié du XXe siècle ressemble pas mal à l'histoire bretonne de la première moitié du XXe siècle, puisqu'à cette même prise de conscience suite à la boucherie de la Première Guerre mondiale, il y a ensuite cette même constitution en fait de familles et d'organisations politiques indépendantistes, et avec un certain nombre d'entre elles religieuses et soutenues par des familles religieuses d'envergure, puisque, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, l'abbé Gantois, qui était l'âme, en fait, du nationalisme flamand de la première moitié du XXe siècle, était un ami personnel de l'abbé Perrotte, avec lequel ils étaient en communication régulière. Les mouvements flamands et bretons ont grandi de manière vraiment analogue pendant la première moitié du XXe siècle, et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont été proches, qu'ils ont entretenu des liens assez étroits, qui perdurent encore aujourd'hui, hein. Puisque, là, effectivement, autant de notre estimation que de celle des Flamands qui étaient sur place, les Flamands et les nationalistes flamands et les nationalistes bretons en particulier, mais les Flamands et les Bretons en général, sont des alliés naturels. Oui, effectivement. D'ailleurs, on a eu confirmation hein, sur place quand on leur a demandé, si nous étions des années naturels, ils nous ont répondu par l'affirmative. Absolument, absolument, absolument. Et C'est donc réciproque. Hein. ah oui, oui, C'est pas une invention, si je puis dire. c'est absolument réciproque. C'est pas un hasard si nous sommes, parce qu'il faut le dire, nous sommes peut-être l'une des premières organisations internationales, non pas à venir, mais bien à être invitées à Leisure-Wake. Parce qu'il y a évidemment, il y a des Allemands, il y a des Néerlandais, etc., qui viennent. Bon, les Néerlandais, c'est normal, ils font partie du bloc, on pourrait dire, de Leisure-Wake, mais nous sommes vraiment une organisation internationale extérieure. À ce titre, en fait, nous avons été vraiment invités à Leisure-Wake, il faut bien se le dire, nous sommes invités. Et ça, c'est très important à rappeler. Après, nous avons eu des confidences de la part d'une part de l'organisation qui nous a indiqué souhaiter élargir vraiment Leisure-Wake pour en faire un rendez-vous des mouvements nationalistes d'Europe de l'Ouest, avec notamment une volonté d'inviter les Irlandais, dont on parlera d'ailleurs dont on parlera aussi pendant la deuxième partie des Irlandais, du coup. Alors, pour revenir du coup à cette Leisure-Wake, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Tu as mentionné la levée des drapeaux tout à l'heure. Est-ce qu'on y a participé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il y a une partie, on va dire, cérémonielle de parade des drapeaux. Enfin, C'est une voilà, fanfare, il n'y a aucune petite question. fanfare. Et donc, il y avait une petite marche à faire à- pour montrer au reste du festival et aussi, enfin, évidemment pour faire la com, hein, parce que bon, faire des photos, des vidéos, c'est toujours utile. Donc pour faire connaître les différents participants. Hein. Bon, évidemment, le Vorpost, le Vlaams Belang et toutes les organisations néerlandaises et flamandes, bon, c'est un peu des habitués. Mais si des Allemands, des Irlandais ou même des Corses hein, veulent venir participer, se faire connaître à l'international sur ce festival, eh bien, bah, je pense qu'ils seraient la bienvenue. Ça, c'est une certitude. En fait, les nationalistes flamands, comme on l'a mentionné, avec leur extraordinaire vitalité, c'est ce qui est remarquable, en fait, c'est qu'ils ne s'excusent pas, ils ne rasent pas les murs, ils ne font pas semblant, ils sont là. Ils sont là, ils n'ont pas peur. D'ailleurs, l'État belge est globalement impuissant face à eux, et il le sait très bien. Il le sait très bien. D'ailleurs, ce qui joue, encore une fois, dans cette vitalité, c'est vraiment la conscience ethnique et nationale des Flamands, qui est vraiment particulière, qui est unique, puisque ce que font les Flamands, et ce que je pense nous devrions faire en Bretagne, et ce que de même les Savoyards devraient faire, je crois que les Corses le font dans une certaine mesure déjà, est-ce que les Savoyards devraient faire, les Alsaciens, etc., c'est en fait tout afficher, tout écrire, tout le drapeau partout, et bien tout simplement dans leur langue, dans le flamand, qui est leur langue. Et de même, en Bretagne, on ne devrait faire les affichages, on ne devrait tout afficher qu'en breton. D'ailleurs, l'État français et ses affidés en Bretagne, d'ailleurs, sont conscients du danger pour eux qu'il y a
à laisser un peuple s'approprier sa langue, justement, avec l'exemple flamand, et c'est pour ça qu'il fabrique tout un narratif en utilisant le patois gallo comme arme en Bretagne pour diminuer l'importance du breton en tant que langue politique et en tant que langue ethnique de tous les Bretons. Parce que justement, enfin, je ne sais pas si c'est à cause de l'exemple flamand, mais nous comprenons par l'exemple flamand les raisons de l'État français de faire ce genre de choses. J'avais discuté avec une dame, je lui parlais de ce que nous avions de plus proche avec Ligier-Treffen. Eh bien, évidemment, je lui parlais du Festival interceltique, mais je lui ai bien fait comprendre que c'était pas un festival et une parade nationaliste. Hein. Ça reste quand même un peu de gauche et soumis un petit peu, on va dire, aux desiderata français et aux régionalistes bretons qui se pensent français. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, mais bon, c'est un peu ce qu'on avait de plus proche, quoi. Alors le cas de l'interceltique, on en parlera dans la seconde partie parce qu'effectivement c'est un sujet important, vraiment important. Mais effectivement le parallèle n'est pas mauvais, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, en Bretagne, il n'existe pas d'équivalent à l'Eigerweg et c'est vraiment un problème. Là, ce qui s'en rapproche le plus à l'heure actuelle, c'est le camp d'été du Parti national breton qui a eu lieu à la toute fin du mois de juillet. Mais forcément, par la force des choses, nous ne sommes pas encore des milliers. D'ailleurs, il ne tient qu'à vous, qui nous écoutez, de nous rejoindre. Mais nous avons aussi comme objectif de transformer peut-être notre camp d'été ou de faire un événement à part, selon la situation, afin d'avoir, en Bretagne, un événement nationaliste équivalent à l'Eigerweg. Mais un véritable événement nationaliste. C'est-à-dire quelque chose qui aurait vocation à développer des relations internationales avec d'autres pays comme la Flandre ou autre, quoi. Ah tout à fait, ou même éventuellement des pays un peu plus proches. On peut essayer d'inviter nos cousins Kerniewek ou Kerniewek si c'est possible, irlandais ou gallois, bref, il y a tous ceux qui voudront bien venir répondre favorablement à nos invitations. Je pense que plusieurs de nos amis du Vorpost, par exemple, je suis sûr, seraient intéressés par une telle initiative. Et ils ne seraient pas les seuls. Il faut bien se dire que à l'heure actuelle, et c'est ça qui est également très important, c'est que les événements nationalistes de ce genre sont assez rares en Europe. On connaît le comité du 9 mai en France, à Paris. Moi, personnellement, je vais peut-être choquer certains auditeurs, mais personnellement, le comité du 9 mai ne m'intéresse pas spécialement, puisque même si l'événement qui en est à l'origine est déplorable, on n'a pas de lien particulier ni avec Sébastien Desieux, ni avec le nationalisme français, en fait. Donc cet événement ne m'intéresse pas spécialement. En revanche, en Flandre, avec le AVV-VVK, avec le Vorpost, avec le mouvement nationaliste flamand historique, on a des liens très forts, on a une communauté de fraternité européenne. Bref, on a beaucoup de raisons fortes, marquantes, d'y aller. Ce n'est pas du tout la même dynamique. Donc voilà, en somme, tout ce qu'on peut dire sur l'Eigerweg, sur le nationalisme flamand et sur nos amis flamands. Personnellement, c'est un événement formidable où les Bretons, notamment, sont très bienvenus, et pas que les Bretons, les Corses aussi. Bref, toutes les minorités nationales sous occupation française à l'heure actuelle. Donc, si vous êtes Breton, Corse, Alsacien, Flamand, Allemand, Irlandais aussi, n'hésitez surtout pas à vous rendre à cette Eigerweg qui a lieu chaque année, à la fin du mois d'août. Sur ce, nous allons faire une pause musicale. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie.
Bienvenue dans cette deuxième partie de Mozart. Nous allons maintenant aborder les sujets des alliances, des relations internationales actuelles, souhaitables et à venir pour la Bretagne, future Bretagne indépendante. Tout à fait, tout à fait. Alors, un des mouvements qui est aujourd'hui caractérise le plus la Bretagne dans ses relations internationales, à l'heure actuelle, c'est l'interceltisme. Donc, incarné dans la tête de la plupart des gens par le Festival interceltique de Lorient, notamment, qui a lieu chaque année au début du mois d'août, qui a défrayé la chronique aujourd'hui par le fait qu'un étranger français en a on ne sait comment pris la tête, avec la complicité, évidemment, des socialistes au pouvoir dans la région Bretagne, et dont le premier fait d'armes a été de réussir à faire interdire la banderole traditionnelle de Bretagne Réunie. On rappellera brièvement ces scandales qui ont émaillé la chronique. Alors, j'ai la sensation que, à travers tous les pays celtiques, le sentiment de vouloir, l'envie de créer une communauté interceltique est vraiment, comment dire, engageante et vraiment très présente. Mais dans les faits, ça se concrétise pas vraiment, en tout cas pas d'un point de vue politique. D'un point de vue, je peux comprendre de la culture, de la musique, du chant. Voilà, il y a quelque chose, effectivement, qui est le Festival interceltique de Lorient, mais en dehors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quoi? Bah, en fait, la raison en est assez simple, c'est que globalement et paradoxalement, à l'exception des Bretons eux-mêmes, l'interceltisme n'intéresse pas ou intéresse peu les autres nations celtiques à l'heure actuelle. C'est un constat assez étrange parce qu'on les voit tout le temps venir à ces grands rassemblements que sont les fêtes interceltiques, etc. Mais on se rappelle, en fait, la plupart, pour ne pas dire quasiment toutes les initiatives à caractère interceltique qui sont prises sont le fait des Bretons et sont à l'origine des Bretons. Et ça, c'est assez marquant, en fait. Tout ce que vous verrez d'initiatives, en général, elles sont portées par les Bretons. Un exemple, bah, le festival interceltique, pourquoi il est à Lorient? Parce que c'est quelque chose dont les Bretons sont originaires, dont les Bretons sont à l'origine. Et c'est ça qui est assez remarquable, c'est que les autres nations celtiques, eh bien, sont très contentes de venir à l'interceltique, et elles sont très contentes de venir et présenter leur culture, leur spécificité, mais en fait, à aucun moment, elles ne font quelque chose d'équivalent. À aucun moment, elles le font d'initiatives internationales comparables. Et de manière générale, on constate que la plupart des nations celtiques sont relativement refermées sur elles-mêmes. Par exemple, un exemple concret de ça, c'est le Pays de Galles. Les Gallois, les Kemri, sont extrêmement, sont très nationalistes, très portés sur l'enseignement de leur langue, qui est d'ailleurs en pleine résurgence. Ils sont très très portés sur toutes ces questions effectivement d'identité, etc. Mais ils ont un rapport qui est absolument nul à l'interceltisme. Alors, encore une fois, ils viennent quand ils sont invités, hein, ça, il n'y a pas de question. Il y a des artistes viennent quand ils sont invités. Mais le Pays de Galles, globalement, le mouvement gallois, n'est pas intéressé par ce qui se passe en dehors du Pays de Galles, il n'est pas intéressé par ce qui se passe eh bien, dans les autres pays celtiques. Les Irlandais, c'est un petit peu plus complexe, parce que c'était un pays qui, jusqu'à très récemment, avait des bonnes relations avec la France, à cause justement des 2 ou 3 fois dans le courant du XVIIe, XVIIIe siècle, où les Français ont organisé des débarquements en Irlande pour soutenir des soulèvements indépendantistes irlandais. Ils sont en train de réviser leur position par rapport à ça, notamment avec les innombrables conneries de Macron et de l'État français en général, et les relations notamment entre, là je parle de relations politiques, entre Irlandais et Bretons commencent à nouveau à se réchauffer, donc ce qui est plutôt appréciable. Mais il faut comprendre que jusqu'à assez récemment, les relations entre Bretons et Irlandais étaient très largement à sens unique, puisque l'indépendance irlandaise, la guerre d'indépendance irlandaise, le mouvement d'indépendance irlandaise de Pâques 1916 et de tout ce qui s'en suivi, a profondément, très fortement influencé et marqué le mouvement breton. Infiniment plus que l'Allemagne ou que quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Il faut bien le préciser. Le mouvement breton de la première moitié du XXe siècle était idéologiquement et spirituellement
intégralement tournés vers l'Irlande. Donc c'est pour ça que nous, Bretons, avons une très forte sympathie pour les Irlandais, mais que cette sympathie, bon, elle n'est pas complètement à sens unique, hein. Les Irlandais sont globalement, en général, à titre individuel, nous sont assez sympathiques. Politiquement, c'est pareil, comme on le disait, ils commencent à se réchauffer, mais il y a encore beaucoup de route. Il faut bien se dire que cette relation brito-irlandaise est restée assez longtemps à sens relativement unique. Tout ça pour conclure sur l'interceltisme, c'est qu'il est à l'heure actuelle assez largement porté, quasi exclusivement par les Bretons, et peut-être un petit peu par les Galiciens, parce que les Galiciens essayent de se prévaloir d'un certain celtisme dont je ne vais pas préjuger, hein. Celle-là c'est le travail plutôt d'un historien, mais que, quoi qu'il en soit, si ces relations avec les nations celtiques sont globalement désirables, particulièrement avec la Cornouaille, le Pays de Galles et l'Irlande, je mets l'Écosse de côté parce que l'Écosse et le SNP sont complètement rongés par l'immigrationnisme et la démocrature, hein, au point d'ailleurs que les Écossais ont été pendant un certain temps littéralement dirigés par des étrangers. Le SNP a vu à sa tête un Pakistanais pendant quelques années, ce qui est quand même assez inquiétant. On pourrait dire aussi que les Irlandais sont aussi pris par leurs événements internes et donc ils ont peut-être pas d'attention et d'énergie à fournir aux relations internationales et à participer à des événements comme Leisure Treffen, quoi. Ils ont peut-être autre chose à faire, quoi. Oui, oui, ça joue certainement. Après, comme on l'a dit, c'est aussi une notion de relation, de rapport historique, tu vois. C'est une question de relation historique qui joue énormément. En fait, les relations interceltiques, paradoxalement, n'intéressent pas spécialement plus que ça les autres nations celtiques, malheureusement. C'est ça le constat, en fait. C'est que même si ces relations sont hautement désirables, elles sont assez difficiles à établir. Alors ça, c'est vrai effectivement pour les relations internationales avec les autres pays celtiques. Maintenant, il y a aussi une relation internationale qui est interne en fait à la Bretagne et qui concerne les expatriés. Je pense notamment aux gens à tous les Bretons qui vivent en région parisienne ou dans le reste de la France, et aussi à une partie des Bretons qui se sont installés aux États-Unis depuis maintenant près d'un siècle. Alors oui, effectivement, donc la particularité de cette diaspora, de cette diaspora bretonne, elle est malheureusement, une certaine minorité, assez largement assimilée aux faits français, malheureusement. Après, on croise les doigts pour un éveil, puisque effectivement, ces Bretons de Paris, comme on peut les appeler, ou d'ailleurs, parce qu'il y a des Bretons, il y en a partout, hein. Pour la petite histoire, j'en ai rencontré en Islande. Donc c'est dire, et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi en Inde. Donc ces Bretons de Paris ou d'ailleurs sont des gens qui sont malheureusement assez largement assimilés aux faits français, mais qui sont ethniquement des nôtres, qui sont des Bretons. Il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous devons inlassablement continuer à leur tendre la main, sans hésitation, sans renonciation, sans arrêt, quoi. Parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, ils sont des nôtres, ils sont des Bretons aussi. D'ailleurs, je veux dire, c'est même valable aussi pour les gauchistes en Bretagne, hein. Même si ce sont des pauvres crétins, fondamentalement, ce sont des Bretons quand même. Et en fait, c'est aussi pour eux, du coup, qu'on lutte pour une Bretagne indépendante. Mais effectivement, les relations avec la diaspora, c'est assez important. Il y a un nom qui vient immédiatement en tête, c'est l'association Braze America, du coup, à laquelle appartenait d'ailleurs, notamment, je crois, Yoann Guernic, le fameux chanteur. Et je pense que ça vaut le coup d'entretenir des relations avec eux, ne serait-ce que parce qu'effectivement, ce sont des Bretons, même si ce sont des expatriés, ce sont des Bretons. Mais tu as raison, effectivement, de soulever la question de la diaspora, parce que ça, ce sont des relations absolument désirables. D'ailleurs, la diaspora produit des Bretons extraordinaires, des Bretons de qualité, je tiens à le dire, puisque... bon, alors là, je me jette des fleurs, hein, puisque je rappelle que je suis, ainsi que mon vice-président, nous sommes tous les deux de la diaspora. Voilà, donc on a parlé des pays celtiques, on a parlé de la Flandre, on a parlé de la diaspora. Est-ce qu'il reste d'autres alliances qui soient soit des alliances fortes, soit des alliances de circonstances à évoquer? Alors, effectivement, comme on l'a dit, la Flandre, c'est nos alliés naturels. Voilà, ça, il n'y a pas de question. Et d'ailleurs, c'est le pays en Europe, c'est le mouvement en Europe avec lequel
extra-breton avec lequel nous entretenons les relations les plus cordiales à l'heure actuelle. Alors après, en ce qui concerne les autres relations internationales en Europe, on peut parler des Basques, avec lesquels les mouvements d'extrême gauche bretonne ont un historique, hein, puisqu'il y a eu une forte proximité notamment entre l'ETA et l'extrême gauche bretonne de Mgand, qui, on le rappelle, s'est terminé par un drame, puisqu'il y a eu l'attentat de Kéver, dont on a parlé. On a en général de très bons liens personnels avec les Corses. Beaucoup de Corses nous aiment beaucoup à titre personnel, mais il n'y a pas, à l'heure actuelle encore, de volonté politique constituée en Corse de nouer des liens avec les Bretons à l'heure actuelle. Je pense ne serait-ce que parce que les Corses trouvent à l'heure actuelle assez peu d'interlocuteurs valables en Bretagne. Et honnêtement, je les comprends à ce niveau-là. En ce qui concerne les Catalans, c'est envisageable. On peut effectivement jeter une ligne, si j'ose dire, puisqu'ils peuvent constituer des amis potentiels tout à fait valables. Encore une fois, il y a des liens à l'heure actuelle entre les Catalans et l'extrême gauche bretonne. Rien n'empêche de voir à transformer ces liens en liens entre Catalans et Bretons en général. En ce qui concerne après les nations et les pays constitués, dans un premier temps en Europe, on peut envisager potentiellement l'Allemagne comme allié. L'Allemagne est un rival historique de la France, et même à l'heure actuelle, d'ailleurs, l'Allemagne est toujours rivale de la France, hein, il faut bien le dire. La fameuse amitié-entente dans l'Union européenne n'est qu'un cache-misère. Fondamentalement, l'objectif des Allemands, c'est de prendre l'ascendant dans l'Union européenne, et en particulier de prendre l'ascendant sur la France. Et donc pour les Allemands, tout ce qui peut potentiellement un peu déstabiliser la France est bon à prendre. Y aurait-il du grabuge dans la relation conjugale du couple franco-allemand? Le couple franco-allemand n'a jamais existé, il n'y a que ces crétins de Français pour y croire. C'est dur, hein, c'est Oui. dur dit comme ça, mais c'est factuel. Enfin, juste pour faire une petite aparté là-dessus, bon, c'est rigolo, mais c'est vrai que ce truc-là n'existe que dans la tête des Français. Hein. En Outre-Rhin, ça les laisse froid comme du marbre. Ah oui, mais ça complètement, complètement. C'est incroyable d'ailleurs. Les Français se sont énormément investis dans l'Union européenne, et à l'heure actuelle encore, Macron continue à vendre la France à la découpe à l'Union européenne, donc forcément ils sont bien obligés d'y croire à l'amitié franco-allemande, parce que sinon ça jette tout leur narratif par terre. De l'autre côté, remarquablement, on a... Les Allemands? Donc effectivement, oui, je pense les Allemands peuvent constituer des alliés, des soutiens potentiels dans la question de l'indépendance bretonne. C'est un proverbial filet à jeter, il y a une idée à gratter à ce niveau-là, si j'ose dire. Je dois dire de manière un peu plus anecdotique, je suis en train de m'intéresser à la révolution en Inde, en fait, l'indépendance de l'Inde, ou je dois dire même des Indes. C'est particulièrement intéressant, à la fois la façon dont ça s'est structuré, et puis eux, contrairement donc aux Bretons qui ont qui ont voulu prendre exemple sur l'Irlande, les indépendantistes indiens se sont appuyés sur l'unité italienne, la façon dont les Italiens ont obtenu leur indépendance et leur État. C'est à mon Comment avis une ça? piste à creuser. Pour libérer les Indes, les Indiens en fait qui faisaient des études en Europe ont pris des notes sur comment les Italiens avaient fait pour obtenir une unité politique. Sur le Risorgimento, parce que le Risorgimento, c'était une série de guerres quand même. En termes d'unité nationale, ça a été un petit peu compliqué. Ils ont même donné la Savoie aux Français en échange de leur soutien militaire contre les Autrichiens. On raconte n'importe quoi sur l'indépendance des Indes parce qu'elle s'est faite en fait sous la pression, sous la menace des armes. Ça n'a pas du tout été le truc pacifique qu'on a voulu faire croire avec Gandhi, etc. Le général ou je sais pas quoi anglais qui était responsable du truc, on lui a demandé si c'était le mouvement de désobéissance civile de Gandhi qui avait mené à l'indépendance de l'Inde, et il avait dit que non, c'était complètement mineur là-dedans, mais que il craignait qu'il y ait des mutineries en fait à l'intérieur de l'armée parce qu'il y avait pas mal de militaires indiens qui en faisaient partie. D'accord, ouais, ça fait sens, tu me diras. On parlait aussi d'alliés de circonstance. Il faut bien se dire que vu que notre objectif est l'indépendance, on va pas s'en cacher, tout ennemi de la France
est à l'heure actuelle un allié potentiel. Et je dis bien potentiel. C'est pas juste parce qu'un un pays est ennemi de la France que subitement il va devenir notre ami. Que ça soit très clair. Bah, un exemple intéressant et concret de ça, c'est tout simplement l'Algérie, à qui, donc à la télévision, desquels nous avons donné récemment une petite interview en vidéo. À leur demande, hein, ce sont eux qui nous ont contactés, parce que effectivement, bah, l'Algérie cherche à déstabiliser la France et le soutien au mouvement nationaliste sous occupation française est pour eux un moyen d'arriver à ses fins. Alors, sont-ils nos amis pour autant? Pas nécessairement. Tout au plus, peut être, en tout cas, ce sont des alliés des alliés de circonstance. Des exemples de ça, il y en a plein, hein. Le plus spectaculaire, c'est l'alliance entre les USA, les Britanniques et la Russie communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein. Oui, ou même, juste avant ça, l'alliance entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Voilà, oui, le peu de temps que le pacte, Parce que les a comment tenu, dire? quoi. Ouais, il a duré, 3-4 ans quand même, le pacte, hein, c'est pas rien. Donc, voilà, d'ailleurs, c'est une période de l'histoire que, assez étrangement, les communistes essayent de faire oublier. Maintenant, ça ressort, donc c'est d'autant plus compliqué pour eux de se faire passer pour les grands guerriers de l'antinazisme qu'ils étaient, machin. Mais bon, quand tu compares le nombre de morts, provoqués par le communisme et le nazisme, tu te dis que le diable était encore plus incarné par les communistes que par les nazis dans cette histoire. Alors, pour revenir sur, la Bretagne, on a parlé un petit peu de l'Espagne, mais en Italie, est-ce qu'il y aurait quelque chose ou pas forcément? En Italie, est-ce qu'il y aurait grand-chose? Honnêtement, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je serais incapable, très honnêtement, de te dire si l'Italie, à l'heure actuelle, aurait une raison de soutenir l'indépendance bretonne ou si nous aurions une raison de les solliciter. A priori, je dirais que non. Je dirais qu'on n'a pas spécialement de raison de nous allier avec eux ou de nous opposer à eux ou de les solliciter, même si l'Italie étant aujourd'hui probablement le pays qui remet le plus en doute la doxa de l'Union européenne, l'Italie pourrait, effectivement, c'est une bonne question qui mérite d'être posée, l'Italie pourrait éventuellement constituer des alliés dans cette affaire, quoi. Les relations entre, Français et Italiens sont plutôt bonnes, mais après effectivement s'ils veulent, nous solliciter, nous inviter, bah, on répondra présent, hein, il y a pas de problème, mais est-ce qu'il y a pour autant un potentiel, peut-être que l'avenir le dira, mais pour l'instant je suis un peu circonspect. Bah, moi, je dirais peut-être et indirectement à cause du Maghreb. Il faut savoir que la France s'est assez largement rangée aux côtés du Maroc dans l'affaire du Polisario et du Sahara occidental. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les Algériens sont furieux contre la France. Et l'Italie, elle, a toujours de très mauvaises relations avec le Maroc, notamment à cause notamment à cause des fameuses maroquinades, justement. Euh, Et cela pourrait mettre un coin, on pourrait dire, entre les relations franco-italiennes. À voir. Honnêtement, là, c'est de la pure conjecture. Cela étant dit, dans le cas d'une Bretagne indépendante, une fois indépendant, qu'est-ce qu'on chercherait à faire? Qui seraient nos amis? Qui seraient nos alliés? Voilà une bonne question. La réponse courte, c'est on verra. Très sérieusement, hein. C'est-à-dire que au moment d'une indépendance de la Bretagne, nous n'avons aucune idée de ce que sera l'état des forces en présence, ni de ce que sera la situation politique ou géopolitique. Si on partait du scénario très hypothétique où on se disait, bon, la Bretagne devient subitement indépendante demain et nous arrivons à prendre le pouvoir. À ce moment-là, quels seront nos alliés? Alors moi, personnellement, je commencerai par chercher des alliés déjà au niveau des nations celtiques. Ça, il n'y a pas photo. Notamment en jouant, euh, parce que il faut bien comprendre que beaucoup de relations se résument à deux choses, c'est affinité culturelle et intérêt économique. Donc en fait, en jouant sur les points communs que nous avons et les intérêts communs que nous avons, et notamment sur le fait que nous sommes la façade de l'Atlantique Nord en particulier, eh bien, c'est une évidence que les premiers alliés que nous allons chercher, c'est les autres nations celtiques, et en particulier l'Irlande et le Pays de Galles, et la Cornouaille. Après, à l'heure actuelle,
nous chercherons globalement une politique de neutralité dans les affaires internationales. À la Suisse, hein, en un sens. C'est-à-dire que notre objectif ne sera pas d'appartenir à un bloc, il ne sera pas d'appartenir à l'Union européenne, à l'OTAN, ou même au pacte de Varsovie, au BRICS, ou que sais-je encore. C'est simplement faire valoir notre neutralité. Et en fait, on pourrait hypothétiquement même se servir de cette neutralité pour devenir des intermédiaires entre blocs et entre nations à la manière vraiment une plateforme commerciale un peu à la manière de ce que fait l'Inde depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Donc fatalement, les premières relations que nous chercherions dans cette optique, eh bien, ce serait avec des pays neutres, fondamentalement. Mais on parle vraiment de pays réellement neutres. Hein. La Norvège n'est plus un pays neutre depuis un certain temps, mais par exemple, avec la Suisse, pourquoi pas, hein, même si la neutralité de la Suisse commence à être de plus en plus mise à mal, avec Ah la ouais, Suisse. ils ont un petit peu reconsidéré leur position otanesque sur le secret bancaire dernièrement. Donc, bon, petit point négatif, quoi. Et se font tordre le bras par l'Union européenne aussi de plus en plus régulièrement. Donc voilà, bon, après, on peut penser au Portugal. Après, il y aura effectivement, on pourra s'allier avec des pays avec lesquels on a des affinités idéologiques. Donc là, je pense notamment, sans honte aucune, hein, à la Pologne et la Hongrie, notamment. Donc qui sont des pays qui n'ont pas complètement perdu la tête, quoi, en fait, fondamentalement, même si leurs mains sont partiellement liées par l'Union européenne, malheureusement. Après, de l'autre côté, eh bien, moi, hypothétiquement, je rechercherais bien des relations internationales avec le Japon, la Corée du Sud, l'Argentine, que sais-je encore, quoi. Des- En fait, après, comme je disais, tout ça ne reste au final qu'assez hypothétique, puisque au moment où nous serons indépendants, nous n'avons aucune idée de quelle sera la situation, et donc de comment nous aurons à composer, et surtout avec qui. Il y a aussi un grand absent de cette analyse, c'est le volet militaire, c'est-à-dire il faudra certainement avoir un appui fort soit de l'Angleterre, du Royaume-Uni, ou alors, des États-Unis. Moi déjà, je ne suis pas très partant pour cette idée de dépendance militaire, mais alors vraiment pas. Euh, Ne serait-ce que parce que ça nous replacerait de facto dans des sphères d'influence auxquelles nous n'avons pas pour projet d'appartenir. Alors effectivement, il faudra avoir des forces militaires, des troupes, hein, fondamentalement, une organisation militaire qui nous soit propre, certainement des coopérations militaires avec des pays alliés, ça certainement, mais pas une dépendance militaire comme le font les Américains à l'heure actuelle vis-à-vis de l'Europe. En ce qui concerne le Royaume-Uni, alors, vu la situation dans laquelle les Anglais sont à l'heure actuelle au niveau de leur politique intérieure, comment dire que je ne tiens surtout pas, mais alors surtout pas, à dépendre d'eux. Ça, c'est sûr. Voilà. Oui, ils sont dans une phase de repli. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que trois armées qui font l'affaire. C'est celle du Royaume-Uni, celle de la France et, dans une moindre mesure, celle de la Alors, Suisse. XPTDR, le liste DDDDD en ce qui concerne la France, hein, désolé. L'armée française est complètement à la ramasse. C'est non, non. En ce qui concerne les forces militaires, je pense que notre premier objectif, c'est autant que possible de ne dépendre que de nous-mêmes, quitte à produire potentiellement nos propres armements, vraiment, vraiment en interne. Alors après, une autre chose dans les relations internationales, c'est au niveau de l'acquisition d'un certain nombre de matières premières qui sont jugées pratiquement naturelles aujourd'hui, qu'on juge pratiquement naturelles d'avoir en fait aujourd'hui. Hein. On pense notamment au café et au chocolat. Et en fait, là pour le coup, ça serait assez intéressant d'entrer dans des partenariats exclusifs avec des nations productrices de café ou de cacao. Je prends ça comme exemple, hein, puisque c'est plus prégnant, avec des nations productrices de café et de cacao comme le Venezuela ou le Congo, pour une raison assez simple, c'est que ces relations dictées par un impératif économique profiteront mutuellement tant à nous-mêmes qu'à ces pays producteurs, parce que eux, ça leur assure un débouché, donc ça leur garantit en fait une amélioration de la qualité, du bon traitement de la main-d'œuvre, etc. Donc en fait, c'est tout bénef pour les travailleurs producteurs.
Et c'est tout bénef pour nous aussi, puisque on s'assure une source de matières premières. Donc pour ça, l'idée serait vraiment de ne pas passer par les multinationales, qui, disons-le concrètement, et pardonnez ma vulgarité, foutent la merde sur le plan des échanges économiques internationaux, mais soit d'avoir en fait une société nationale, soit de s'occuper directement de ces choses-là. Un État breton peut à la limite réguler le marché, mais ça va pas être de son initiative d'ouvrir une voie commerciale Juste, sur telle ou telle matière première avec un autre pays. Bah justement, si, une nation a le pouvoir d'entrer dans des accords commerciaux. En particulier, effectivement, elle peut passer. Donc là, j'hypothétise, hein. Peut-être que les dirigeants de la Bretagne d'alors trouveront une solution qui est meilleure, potentiellement par des entreprises d'État. Pas d'État, mais des entreprises détenues par l'État. Pourquoi pas? Ce qui sera indispensable, surtout pour une hypothétique Bretagne indépendante, ça serait d'avoir un partenariat commercial avec Taïwan et les puces du domaine informatique qui sont indispensables surtout. Alors, pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement se mettre à produire nous-mêmes. Ou en tout cas, dont on pourrait encourager la production nous-mêmes. Donc, c'est à réfléchir encore. Mais comme tu vois, comme l'objectif, c'est d'être indépendant le plus possible, quitte à avoir, tu vois, des séries de petites entreprises, etc., c'est pas un problème, hein. Les Bretons sont innovateurs, moi je leur fais confiance pour trouver des systèmes et des solutions, pour monter leurs entreprises là où ils sentent qu'il y a quelque chose à se faire. Nous, ce qu'on peut faire au niveau de l'État, justement, c'est encourager l'attitude de production locale pour tout ce qu'on peut produire localement, afin de ne dépendre, in fine, que de l'importation des matières premières. Oui, parce que tu peux tout ce qui est valeur avec de la plus-value, l'assemblage, le montage, la distribution et la vente, on peut faire ça. Mais après, effectivement, sur le secteur primaire, on n'a pas tout sur notre territoire, donc il va falloir l'acheter aux autres, Oui, quoi. exactement. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple du cacao et du café, parce que en fait, le cacao et le café sont des matières premières que nous n'avons pas en Bretagne, mais par contre pour lesquelles nous avons déjà des entreprises de transformation locales. Par exemple, je pense à tout hasard à la brûlerie du Ménébré. Ceci n'est pas une opération commerciale, hein, je précise. Tu vois, on a des petites sociétés de transformation locale, ce n'est absolument pas un problème. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Le principe, c'est tout ce qu'on peut transformer nous-mêmes, on le transforme. Et en fait, tout ce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, eh ben là, effectivement, on va l'acheter. Et on l'échangera, effectivement, contre ce que nous produisons en surplus, notamment en surplus agricole. Il faut bien imaginer qu'avec ça, avec le surplus agricole qu'on dégage, il y a un certain nombre de pays où on va se faire des amis, hein, qu'on se le dise. Là, j'avais mentionné le Japon tout à l'heure. On peut penser effectivement à la Norvège ou à l'Islande ou que sais-je encore, hein. À ce niveau-là, on a des débouchés pour une production agricole. Je pense à la galette de sarrasin qui, pour moi, je pense à un potentiel trop sous-estimé et qui a pourtant un potentiel à l'international, je trouve. Ah bah ça c'est sûr. De toute façon, les produits bretons sont très appréciés, très favorisés à l'international. En particulier les produits de bouche comestibles. Et ça faut jouer dessus, hein. La marque bretonne se vend et se vend très bien à l'international. Ou sinon, vous voyez, bah, le sel de Guérande, hein, c'est très bien aussi. Par exemple, oui, on est des gros producteurs de sel aussi. Donc tout ça pour dire, en fait, ce sont très largement ces contraintes économiques et ces notions économiques euh, qui dicteront les alliances dont pourra se prévaloir l'État breton de demain, in fine. Et c'est une réalité avec laquelle il faudra composer. Sachant que, autant que possible, notre objectif sera d'être absolument indépendant. Tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes, nous devons, autant que possible, le faire nous-mêmes. Et après, bah, le reste, bah, là, effectivement, on ira acheter auprès de pays amis via, idéalement, des partenariats commerciaux exclusifs, donc bilatéraux, et bilatéraux uniquement. Ouais, je vais être encore vulgaire, pardonnez-moi, mais il faut que ça soit très clair. Le libre-échange, le libre-marché, c'est de la merde. Et on l'a bien vu avec les agriculteurs qui sont en train de se faire étouffer. Voilà. Le libre-échange est une aberration à laquelle nous ne devons surtout pas sacrifier. Parce que le libre-échange, en fait, c'est une renonciation économique et c'est une renonciation de souveraineté aussi. Oui, ça ne veut pas dire non plus qu'on va sombrer dans un système comment, dirigiste avec une planification sur 5 ans Non, non, comme absolument, les communistes. on n'est pas des communistes, non, bien sûr que non. L'idée, c'est seulement que l'État a un rôle. En fait, c'est quelque part
C'est de l'interventionnisme, en fait. C'est-à-dire que le rôle de l'État, en fait, c'est de créer un espace sécurisé pour que les entreprises bretonnes puissent se développer. C'est tout. Il n'a pas obligé la Bretagne à ouvrir ses portes au libre marché et il n'a pas non plus à dicter chaque élément de tout ce qui se passe en Bretagne. Et il a aussi quand même un devoir d'assurer les fonctions régaliennes, comme la distribution du courrier, de l'électricité, ce genre de choses. Oui, tout à fait, sachant que ça pour le coup, ça peut être confié à des entreprises appartenant à l'État, ce qui c'est tout à fait possible aussi. Bref, tout ça pour dire sur la question sur le volet de ces relations internationales, voilà, les relations internationales d'aujourd'hui, on les a évoquées. Celles de demain dépendront des impératifs politiques et économiques du monde dans lequel nous nous trouverons, hein. Parce que là, nous faisons des hypothèses pour aujourd'hui, mais si ça se trouve, dans 10 ans, ces hypothèses ne seront plus valables. Et il faudra effectivement changer notre fusil d'épaule. Ça, nous sommes incapables de le dire à l'heure actuelle. Bah, si elles étaient toujours valables dans 10 ans, ça serait très étrange, mais effectivement. C'est ça. On va dire poliment que voilà, effectivement, oui, les choses évoluent, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et il nous faut être un minimum pragmatique. Une chose aussi, alors je sais pas si tu veux parler de ça, mais moi je verrais la chose culturelle, la culture bretonne dans ce domaine diplomatique extérieur. Bah, c'est une évidence que la culture va influencer les relations internationales. Même si De Gaulle disait le contraire, mais pour moi, je pense que il a à la fois raison et tort quand il dit que les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Je pense qu'il a à la fois raison et tort, dans la mesure où effectivement les relations internationales doivent être dictées d'abord par des intérêts, mais que nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir des affinités. Et effectivement, en ce qui concerne les affinités culturelles, on a évoqué en fait déjà une alliance celtique, voilà, hein, effectivement, qui serait motivée à la fois par une proximité culturelle, mais aussi un intérêt économique certain. Effectivement, après, on parle des Flandres, on peut parler de, je sais pas, la Roumanie, par exemple, qui est un pays pour lequel j'ai une certaine appréciation. On peut imaginer l'Éthiopie, pourquoi pas. Bref, des pays avec lesquels nous avons effectivement des affinités culturelles. Il nous sera plus facile de nous trouver des impératifs économiques en commun, c'est sûr, puisque l'affect, voilà, la politique n'est pas que intellectualisation pure. Elle est aussi un résultat de l'affect. Et ça, tu as raison, c'est très important de le prendre en compte. C'était la fin de la deuxième partie de cette émission Mozart. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie.
Eh bien, de retour pour cette troisième partie, nous allons parler des relations internationales de l'État breton au fil de son histoire. Tout à fait, tout à fait. Ah, parce que c'est une histoire assez passionnante de voir un petit peu comment l'histoire des rois et ducs de Bretagne et les relations internationales qu'ils ont entretenues au travers de leur histoire. Parce qu'effectivement, une part non négligeable de leurs relations se passait forcément vis-à-vis de la France. Pas par choix, tout simplement parce que c'était leur seul voisin terrestre pendant un bon laps de temps quand même. Mais néanmoins, donc c'est assez intéressant d'étudier effectivement ces relations internationales qu'ont vécu la Bretagne, qui montrent une compréhension de la réelle politique, vraiment un travail diplomatique selon ses intérêts propres. Vraiment, en fait, le travail vraiment d'une nation qui fait ce qu'elle doit pour assurer la continuité de son existence. Et donc, tu voulais, si je me souviens bien, commencer à partir du 7e, 8e siècle, c'est ça? Donc, à peu près, Oh, un peu 9e, avant ou au début des invasions vikings, en fait. enfin, 9e. On va 9e. commencer au 9e, puisque à partir de l'époque de l'indépendance effective de la nation bretonne, de l'occupant franc. Oui, enfin, Puisque, bah, c'est ce que j'allais dire, les invasions vikings, quoi. Parce que effectivement, comme j'avais mentionné, l'essentiel des relations internationales bretonnes, dans l'absolu, par non négligeable d'entre elles, s'est joué non seulement avec la France, mais aussi avec des seigneurs locaux français à l'occasion. En particulier au IXe siècle, puisque les princes bretons n'hésitent pas à passer des alliances temporaires ponctuelles avec les seigneurs, notamment de l'Anjou et du Poitou, face aux prédations françaises, entre autres. Donc à ce moment-là, à l'époque en fait où la Bretagne se constitue en royaume et se bat pour son indépendance, eh bien forcément tout son jeu politique jusqu'au en gros 10e, 11e siècle va être d'assurer son indépendance, même jusqu'au 15e d'ailleurs. Et basiquement, on pourrait dire les principaux partenaires diplomatiques de la Bretagne, partenaires non pas dans le sens ami, mais pas forcément dans le sens amis, mais dans le sens de groupes qui ont échangé avec donc l'État breton. Les principaux échanges diplomatiques qu'il y a eu étaient avec la France et l'Angleterre, notamment parce que la France passait son temps à essayer de nous envahir. Tout simplement, que la France essayait de nous envahir, c'est parce que l'Angleterre, en fait, tout simplement parce que la France et l'Angleterre étaient deux territoires, les deux puissances qui étaient voisines de la Bretagne, avec lesquelles la Bretagne devait composer. Cela dit, la Bretagne n'a pas eu de lien politique, économique, etc., avec d'autres pays, et on pense notamment là il y a 3 autres pays qui ressortent à cette époque-là, notamment 4 même, qui sont l'Espagne, ou en tout cas les principautés de Castille et d'Aragon principalement, mais aussi l'Allemagne, les pays flamands, on les retrouve, et l'Écosse. Alors en fait, il faut savoir que, et il est important de le rappeler, donc comme le disait très brillamment le docteur Louis Mélènec, que le duché de Bretagne était une principauté respectée en Europe, qu'elle se marie dans les familles royales européennes. C'est très très important de le rappeler. C'est-à-dire que les familles royales européennes jugent que la Bretagne vaut un mariage royal, elle vaut des princesses. On pense notamment au mariage on pense à Fanche Ier de Bretagne, qui a épousé Isabelle Stuart, donc princesse écossaise, fille de Jacques Ier d'Écosse, donc d'un roi. C'est important de le préciser. De même, Jean V de Bretagne a épousé la princesse Jeanne de France, la fille de Charles VI de France. Donc ça, c'est important de le rappeler. De même, le premier mariage de Jean IV de Bretagne, c'était dans la famille royale anglaise. Donc comme on le voit, en fait, la principauté bretonne était un partenaire politique, un personnage de poids dans la diplomatie, dans la politique européenne. Puisque, on le voit, ça épouse des princesses de France, d'Angleterre, d'Écosse, d'Allemagne aussi, puisque, on le rappelle, Anne de Bretagne était mariée légitimement à Maximilien d'Autriche. Donc, du coup, bon, c'est extrêmement significatif, tout de même. Extrêmement, extrêmement, extrêmement significatif. D'autre part, ces mariages royaux sont la preuve de liens diplomatiques et commerciaux
fort et notamment d'une certaine estime que portaient les puissances européennes à la Bretagne. Donc évidemment, on a parlé des liens économiques, hein, et là, à ce niveau-là, effectivement, c'est notamment avec les cités flamandes, mais aussi les Anglais et les Gascons et les Espagnols qu'on a développé un certain nombre d'affinités économiques, puisque notamment il y a le commerce flamand en Bretagne était quand même suffisamment important pour transformer le paysage breton, puisque dans un certain nombre de villes de l'Est de la Bretagne, et on pense notamment à Fougères, mais aussi à Saint-Aubin-du-Cormier, on y a construit des beffrois flamands. Ce sont des marchands flamands, des amis bretons et flamands qui ont construit des beffrois flamands dans ces villes-là. Et donc, au niveau des relations diplomatiques internationales, qui étaient motivées soit par la nécessité de se protéger, soit par la situation économique, eh bien, il y avait tous ces liens diplomatiques, tous ces liens économiques qui s'étaient développés pendant toute la période de l'indépendance bretonne. On a pu en voir quelques-uns des beffrois. Alors ici en Bretagne, hein, parce que pour ceux qui sont pas très loin de Saint-Aubin ou de Fougères, mais aussi directement sur place, in situ, comment dire, lors de notre voyage. Tout à fait, ces liens persistent encore aujourd'hui, ces liens ont duré à travers le temps, et c'est pour ça qu'on évoquait justement les Flamands comme des alliés naturels des Bretons, à cause de cette histoire millénaire, vraiment millénaire que nous avons en commun et qui est largement oubliée malheureusement de beaucoup de Bretons. Il y a eu des liens économiques forts avec notamment le Portugal et puis d'autres nations européennes pour l'export des matières agricoles. Bon, pour le Portugal, c'est notamment l'exportation de la morue. Parce qu'apparemment, ils sont très friands de ce poisson. Oui, absolument. C'est très drôle à savoir. D'ailleurs, nous, effectivement, on en produit pas mal. Les Portugais sont amateurs de produits de la mer, c'est un peu connu. Et vice-versa. Oui, je pense qu'il y a Effectivement, hein, les commerçants bretons, basiquement, allaient au Portugal, allaient en Castille, ils remontaient au nord, ils achetaient la laine venue des Flandres, ils vendaient des toiles de navires et du bois, ils achetaient du vin bordelais qui allait jusqu'en Angleterre, etc., etc. En fait, la Bretagne était un carrefour commercial, et d'ailleurs, les puissances européennes n'étaient pas dupes de ce fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque la France a tenté pour la énième fois d'envahir la Bretagne, de nombreuses puissances européennes, plusieurs puissances européennes, ont envoyé des forces expéditionnaires pour venir à son secours. Et notamment les Anglais, les Gascons, les Espagnols et les Allemands. Et donc, dans cette position historique et historico-diplomatique, quelle a été la position de la Bretagne pendant la guerre de 100 ans? Alors, pendant la guerre de 100 ans, la Bretagne elle a favorisé la réelle politique locale, hein, purement et simplement. Donc, la réelle politique locale, simplement. Donc, c'est-à-dire, au début, la Bretagne a commencé alliée à la France, puis très vite, elle s'est enfermée dans une guerre de succession qui a quand même duré 24 ans. Donc avec d'un côté un parti soutenu par la France et un parti soutenu par l'Angleterre, ce qui démontre encore une fois hein, l'importance qu'avait la Bretagne sur le plan diplomatique en Europe. Parce que si tu t'ingères justement dans une guerre de succession dans le but d'y placer quelqu'un de favorable à tes intérêts, c'est que tu estimes que c'est une magouille qui vaut le coup d'être faite. C'est ce qu'ils ont fait par exemple en Castille, les Français et les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Pendant la guerre de succession qui a opposé les deux Trastamare et les deux Castilles, à laquelle d'ailleurs a participé aussi le fameux du Guesclin. Après cette guerre de succession, donc la Bretagne, basiquement, pendant tout le reste de la guerre de 100 ans, a fait jouer ses intérêts. Elle s'est alliée avec les Anglais contre les Français, avec les Français contre les Anglais. Elle a envoyé des renforts pour la bataille d'Azincourt côté français en échange de la récupération de Saint-Malo. Donc on sait comment s'est terminé Azincourt, mais heureusement pour nous, nos forces sont arrivées en retard, parce que ces crétins de Français ont attaqué sans attendre. Donc nous avons repris Saint-Malo, sans coup férir, quoi, basiquement, en fait, sans verser une goutte de sang, ni d'une autre, ni étranger, grâce à la crétinerie des chevaliers français. Ce qui est tout à notre avantage. Ensuite, on s'est allié à nouveau aux Anglais pour le traité de Troyes, puis à nouveau aux Français, etc. En fait, on a fait nos alliances selon ce qui nous convenait, quoi, selon ce qui nous plaisait, et selon surtout ce dont on avait besoin. C'est ce qu'on a continué même après la guerre de 100 ans, puisque nous sommes alliés entre autres à la Bourgogne. Donc, puisque nous sommes alliés par la suite à la Bourgogne et à d'autres princes
français d'ailleurs, contre l'État français, justement, qui cherchait déjà à l'époque à nous réduire en esclavage. Après, ça peut être les croisades, enfin, chronologiquement, si tu veux, mais... Alors effectivement, on peut mentionner le cas des croisades, hein, puisque les Bretons ont participé activement aux croisades, au point d'y développer leur premier drapeau, qui est le Eh bien, qui est Le le croise-du. rose-du. Absolument. Ce drapeau, effectivement, a été développé lors de la troisième croisade, afin de permettre de différencier les croisés par nationalité. Et en particulier, donc, les Français et les Anglais, ainsi que les Bretons, entre autres, hein, il y avait d'autres nationalités qui participaient, ainsi que les Bretons, donc, qui avaient donc vraiment leur propre drapeau pour la croisade. Et effectivement, à cette occasion, on voit la Bretagne s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler une destinée européenne, en fait. Participer à la vie politique, à la vie diplomatique européenne, se singulariser, se différencier des puissants, tout en jouant, on peut le dire diplomatiquement, dans la cour des grands, être reconnu comme un État à part entière et agir en tant que tel, quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est de voir que la première chose qui guidait la Bretagne dans ses relations politiques, dans ses relations diplomatiques internationales, c'était vraiment cette réelle politique. Et d'autre part, c'est de constater aussi qu'il y a des liens de fraternité qui endurent, en fait, qui passent les siècles. On le voit notamment avec les Flamands. Les Flamands, ça fait des siècles et des siècles, en fait, que nous sommes amis avec les Flamands. C'est une amitié qui dure depuis une éternité, même depuis bien plus longtemps d'ailleurs que toute amitié à laquelle nous pourrions prétendre avec les Irlandais ou les autres nations celtiques. Évidemment, est-ce que l'histoire suffit à faire une alliance? Non, pas nécessairement. Mais elle peut en être un facilitateur. Et c'est le cas là actuellement. Nous avons des liens historiques avec les Flamands extrêmement forts, une amitié vraiment à cultiver, que nous devons cultiver, hein. Je le dis, je l'affirme sans aucune honte, à l'heure actuelle, les Flamands sont nos meilleurs alliés en Europe. Parce qu'ils ont été des alliés économiques fiables pendant des siècles, qu'ils ont été des amis qui ont en fait eu une histoire analogue assez proche de la nôtre, et tout ça crée des liens qui sont difficiles à dénouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque nous revenons à nouveau à Leisure-Wake, où nous venons coopérer avec nos amis flamands, eh bien, ils sont heureux de nous voir arriver. Ils sont heureux de nous recevoir. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que là, nous retissons, nous renouons des liens qui existent depuis des siècles. C'est extrêmement important de le rappeler. Et donc, après l'invasion des Vikings, la guerre de 100 ans, et bien, nous pourrons peut-être parler de la fin de l'État de Bretagne, qui sur cette période, avons perdu notre indépendance et notre autonomie par la suite. Et quelle après a été la position de la Bretagne, en gros, dans la période qui correspond après, au début de la Renaissance, quoi. Elle a gardé quand même des amitiés avec les Espagnols, puisque ceux-ci ont soutenu le soulèvement du duc de Mercœur dans le XVIe siècle. Elle a gardé une certaine sympathie des Allemands et des Autrichiens, notamment parce que en fait, les Allemands, comme j'avais raconté dans un Moisarvoide précédent, en fait, les Allemands et les Autrichiens se sont mis à haïr les Français avec une passion à cause de l'histoire d'Anne de Bretagne, en fait. Donc on peut dire dans une certaine mesure qu'on a gardé une certaine sympathie de la part des Allemands. Les Anglais ont modérément soutenu le mouvement Chouan plus tard, lors de la Révolution française. Donc ce sont des liens qu'on peut noter, même si au final ils n'ont pas un très grand intérêt politique ou historique. Peut-être qu'ils avaient dans le coin de la tête de regagner la région de la Gascogne, je ne sais pas, mais Bah c'est pas impossible, hein, tu sais, même si bon, l'idée du grand empire anglois est assez largement passée de mode, même si là pour le coup, enfin, c'était à la fois une occasion de casser du français, mais aussi en fait le fait que leur crainte que la Révolution française, que le désastre que représentait la Révolution française ne s'exporte à l'étranger, en fait. En particulier, ne s'exporte chez eux. ah oui, bah, on est un petit peu plus tard, mais effectivement, lors de la Révolution française, bon, enfin, quoique avec les Chouans, on y est déjà, tout le monde s'est coalisé contre les Français,
pour espérer étouffer cette fièvre révolutionnaire qui malheureusement l'a emporté. Ce danger, en fait, cette catastrophe révolutionnaire, faut dire ce qui est, hein. La Révolution française était une catastrophe pour le genre humain. Ça a été un désastre pour le genre humain. Donc, en fait, il était parfaitement légitime de leur part de faire tout ce qu'ils pouvaient pour détruire ces révolutionnaires, quoi. Ça, c'est une certitude. Et ce qui nous amène à la situation de la Bretagne diplomatique et historique d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux qu'on parle de la situation de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième? Non, pas nécessairement, parce que là, ça nécessiterait un Moisarvois à part entière, d'autant plus que c'est un sujet Oui, assez épineux, pour le coup, oui, c'est vrai. qui est semé Et- d'embûches, hein, il faut bien le dire. Et pour en parler correctement, je pense qu'il faudrait qu'on y consacre un Mozartvoid ou une vidéo vraiment spécialement dédiée. Ouais, puis là, on rentrerait dans la création de l'AMSAO, du nationalisme breton, enfin, de l'indépendantisme puis du nationalisme breton, ce qui, je pense, effectivement, est assez copieux. Nous ne ferons que le survoler pour l'instant. Tout à fait, ce sera un sujet pour une autre fois. Et donc, ce qui nous amène à la situation actuelle. Bon, je pense que nous avons quand même dépeint le paysage actuel avec la création du PNB d'aujourd'hui, notre participation à l'Eiger-Treffen et au paysage politique et historique actuel qui, ma foi, je pense, va changer dans les années actuelles. Mais bon, ça appartient à l'histoire. Tout à fait. Et après, ce sera pour tout cela. Mais on voit comment on raccorde les wagons pour nous amener à la situation actuelle. Et on voit comment le passé nous amène au présent, tout en même temps en reconnaissant le caractère évolutif et les limitations du présent, et de cette approche en général. Donc nous arrivons à la fin de ce numéro de Moisarfroid, une fois encore. C'était le 24e. Nous vous remercions de votre écoute, de votre fidélité, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps. Nous allons nous retrouver normalement à la fin du mois d'octobre pour normalement le 25e numéro de Moisarfroid. Comme vous le voyez, nous essayons de développer une réflexion politique, mais qui est factuellement extrêmement vaste. Encore une fois, sur la question des relations diplomatiques, nous n'avons que gratté la surface, il faut bien le réaliser. Il y a énormément à dire en termes de culture et de réflexion politique, et en une heure de temps, un petit peu plus, nous ne pouvons malheureusement offrir qu'un aperçu de tout cela, quoi. Nous ne pouvons offrir qu'un aperçu. Alors, bien entendu, aussi, outre la réflexion intellectuelle qui est offerte par ce Mozartvoid, il y a aussi l'action de terrain qui est absolument importante. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de vous, le Parti national breton a besoin de vous, et la Bretagne a besoin de vous pour la rétablir justement dans ce nationalisme, pour lui permettre de s'établir sereinement dans ce qu'on peut appeler le concert des nations, pour reprendre une paraphrase chère à la Société des Nations, justement. Et pour cela, eh bien, la route sera encore longue, mais il ne tient qu'à vous eh bien, de faire de votre côté, de participer justement à ce travail de diffusion, de faire connaître le fait breton aux Bretons, qu'ils se trouvent en Bretagne ou à l'extérieur. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous attendons avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de bonne volonté. C'était le 24e numéro de Moisarvoide. J'étais en compagnie de Yann. Trogarez, et n'hésitez pas à commenter cette émission, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à en parler à vos amis. Et j'étais également en compagnie de Yann. Merci à tous pour votre attention. Merci Marveiler et merci Yann. Et bien entendu, comme toujours, rejoignez-nous, rejoignez le PNB, je ne le répéterai jamais assez, car nous nous battons pour une Bretagne qui est forte, fière et libre. Pevet Braise, Braise Atao. Pevet Braise, Braise Atao. Brez, Brez, Brez,